J'espère que vous apprécierez l'histoire d'aujourd'hui. Pour être honnête, je l'ai détesté vraiment, alors je ne sais pas trop comment nous en sommes venus à organiser cette fichue fête. Harrington Gibbs était l'invité d'honneur. Sa richesse dépassait mon entendement. Harrington et ma femme, Gail, étaient amis depuis 3 ans à Cornell, suscitant l'envie de ma femme. Gail et moi sommes restés pour perpétuer les traditions de Cornell, quelles qu'elles soient, tandis qu'Harrington est parti à Oxford. En réalité, c'est seulement après le départ d'Harrington que j'ai rencontré Gail. Ils avaient décidé de se séparer pour voir d'autres personnes. J'ai obtenu une maîtrise en administration des affaires, puis Gail et moi nous sommes mariés, avons eu 2 enfants et menons une vie heureuse jusqu'à aujourd'hui. 20 ans plus tard, Harrington Gibbs est revenu, plus riche et plus beau que jamais. Nous vivions la fameuse phase du « nid vide » après que Grace et Harry Jr. fussent partis à l'université. Je n'avais pas vu Gail aussi excitée depuis son passage à l'université, surtout lorsqu'Harrington a annoncé son retour. Elle nourrissait encore des sentiments pour lui, et je m'en rendais bien compte. Cela m'agaçait à bien des égards, mais j'essayais de masquer mon irritation. Même si je n'étais ni aussi riche ni aussi beau qu'Harrington, j'étais son mari. Mon principal grief concernait ce qui se déroulait dans la chambre à coucher. Dans les moments de passion intense, Gail prononçait son nom à plusieurs reprises. Rien ne gâche plus l'intimité que d'être appelé par le nom d'un autre homme dans de tels moments. Lorsque j'étais avec ma femme, je redoutais être appelé « Gibi ». Elle ne comprenait jamais pourquoi je me désintéressais de nos moments d'intimité. Je ne lui ai jamais expliqué. Nous voilà donc en train d'organiser une fête pour l'ancien partenaire de ma femme. Lorsque je suis passionnément avec elle, elle fantasme sur lui. Comment ne pas mépriser cet homme? Même s'il n'y avait qu'une vingtaine d'invités, c'était déjà plus que ce que je souhaitais. Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur, près de la piscine, une soirée d'été ensoleillée. Tout au long de la soirée, les invités ont pu choisir parmi une variété de plats que j'avais grillés. J'ai joué le rôle d'un hôte timide et réticent, essayant de rester discret. Naturellement, tous les regards étaient tournés vers Harrington. Pour couronner le tout, il est arrivé dans sa toute nouvelle Lamborghini jaune. Il ne se contente pas de vanter les mérites de sa voiture, mais mentionne également son prix, $500 000. La plupart des femmes, y compris Gail, choisirent naturellement de faire un tour dans la voiture après l'avoir admirée. Après le départ des invités, j'ai commencé à ramasser les bouteilles vides et les assiettes sales, comme un mari dévoué. Finalement, il ne restait plus que Harrington, Gail et moi. J'ai mentionné que Gail avait invité Harrington à passer la nuit avec nous? Les enfants partis à l'université, nous avions beaucoup de place. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était inattendu. Je vais vous préparer un bon dîner pour finir la soirée. Alors vous pouvez vous asseoir? Je pense que nous avons déjà bien bu. Veux-tu un Tom Collins, Gibi? J'ai grimacé lorsqu'elle l'a appelé ainsi. J'ai tout de suite été embarrassé. Il a acquiescé et souri. Bien sûr, m'a-t-il répondu avec un sourire que j'ai remarqué. Je vais me faire un salty dog et t'offrir un gin tonic, Harry. Détendez-vous, tout le monde. La journée a été longue. Je reviens tout de suite. Harrington Gibbs et moi sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Je n'avais aucune envie de discuter avec lui de quoi que ce soit. J'ai mentionné que je devais débrancher la bouteille de propane du grill pour éviter l'ennui. Harrington a saisi l'occasion pour s'assurer que son oiseau jaune était en sécurité pour la nuit. J'ai nettoyé les grilles du barbecue pendant qu'il allait au garage. Mon père avait toujours insisté pour que les garages soient séparés de la maison. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine en dévissant le premier réservoir. Gail portait une petite bouteille et se dirigeait vers la cuisine en traversant le couloir. Lorsqu'elle a ouvert la bouteille et en a sorti 3 minuscules capsules, je me suis arrêté pour l'observer. C'était censé être une bouteille d'Ambien que je devais prendre. L'Ambien était un excellent somnifère, une gélule me rendait inconscient pendant au moins 10 heures. J'ai vu ma femme ouvrir la bouteille et ajouter 3 gélules à mon gin tonic. Gail est arrivée avec nos boissons juste au moment où je finissais mon travail, et nous nous sommes tous les deux installés dans des chaises longues confortables car Harrington revenait du garage. Pendant quelques minutes, Gail et Harrington, ou Gibi comme elle l'appelait parfois, ont évoqué leurs années d'études. Je faisais semblant d'être intéressé en sirotant mon gin tonic, bien que je ne connaisse ni les gens ni les lieux dont ils parlaient. Il n'était pas facile de boire sans faire tomber les glaçons, mais j'y suis parvenu. Lorsque mon verre fut vide, je remarquai que Harrington et Gail échangeaient des regards. Je fermai les yeux,
feignant délibérément de perdre tout intérêt pour leur conversation. Je bus mon dernier verre, posai le verre vide sur la table et m'effondrai dans la chaise longue, avec un dernier geste théâtral. J'entendis distinctement Gale rire. Après au moins 20 minutes d'attente, ils me soulevèrent avec précaution et me transportèrent jusqu'à la chambre. Alors qu'ils me retiraient mes chaussures, Gale éclata de rire de nouveau en entendant les sons inintelligibles que je laissais échapper. 10 minutes plus tard, j'étais pleinement réveillé et parfaitement sobre. Je me sentais d'une étonnante clarté et détermination. Après avoir remis mes chaussures, je marchais dans le couloir. Les bruits étouffés provenant de la chambre de Grace ne laissaient aucun doute sur ce que Gale et Harrington étaient en train de faire. Je me demandais un instant si Gale n'allait pas l'appeler par erreur Harry. Ce ne serait guère agréable de surgir et d'interrompre leur moment immédiatement. Lorsque j'atteignis le garage, je n'étais pas tout à fait certaine de ce que j'avais l'intention de faire. La Lamborghini était verrouillée, et je n'avais pas la clé, donc impossible de la sortir du garage. Cependant, j'ouvris la porte côté conducteur et constatai que le toit était ouvert. Bien que je sois en mesure de mettre mon projet à exécution, je hésitais. J'attrapai d'abord 3 vieilles boîtes d'allume-feu pour grill. Je n'avais en revanche plus de charbon de bois. Je plaçai une canette sur le toit et 2 autres à l'intérieur. Pour accéder plus facilement à tous les coins, j'ouvris à la fois le capot et le coffre. Cette voiture était magnifique, presque trop belle pour être sacrifiée. Je versai 2 bidons de carburant Coleman dans un gallon de diluant pour peinture que je trouvai dans le compartiment moteur. En fouillant dans le garage, je découvris d'autres trésors. Un demi-seau de kérosène reposait sur la banquette arrière. J'ajoutai un bidon presque vide d'essence de térébenthine dans le coffre. Étant donné que j'avais l'intention d'incendier la voiture de toute façon, il me parut un peu absurde de verser également un gallon d'acide chlorhydrique sur le toit. Pour finir, je disposai une petite boîte de restes de feux d'artifice, principalement des fusées et chandelles romaines. Le sacrifice de ma Jeep Liberty ainsi que du break Volvo de Gale serait douloureux, mais cela en valait la peine. Je lançai une fusée éclairante depuis l'embrasure de la porte vers le fond du garage. Je retournai à l'intérieur de la maison et rejoignis la chambre en moins d'1 minute. Au moment où je passais devant leur chambre, Gale et Harrington étaient encore plongés dans leurs ébats. Je pris 4 des capsules d'Ambien contenues dans le flacon. À la dernière minute, j'en avalai une de plus. Je souhaitais donner l'impression que j'en avais pris une quantité dangereusement excessive. Je m'allongeai sur le lit et éclatai de rire silencieusement. Mon souvenir suivant fut d'un homme qui braquait une lumière dans mes yeux en marmonnant, « Il vit encore. Il est toujours en vie. » Il y eut beaucoup de bruit lorsque l'on me porta jusqu'à l'ambulance en me transportant hors de la maison. Je n'étais presque plus consciente, mais je sentis qu'on avait inséré quelque chose dans le trou que quelqu'un avait pratiqué dans ma gorge. Une odeur caractéristique de vieux feu de camp envahit mes narines au moment où je compris que je ne pouvais pas avaler. Cette odeur refit surface dans ma mémoire. Une intense sensation de brûlure m'envahit. Des pompiers, des policiers et des équipes médicales étaient présentes. Une aiguille fut insérée dans mon bras. Lorsque je me réveillai, Grace et Harry Jr. étaient assis dans ma chambre. Je les vis en ouvrant un œil pour comprendre ma situation. « Les gars, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « Tu es réveillé, papa. »« Attends un peu. Je vais chercher l'infirmière, » répondit Harry. Lorsqu'Harry quitta la pièce, Grace s'approcha et s'assit à côté de moi. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Je me sens vraiment mal. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne me résolus pas à expliquer quoi que ce soit à quiconque, bien que je comprenne assez bien moi-même. « Tu as fait une surdose de somnifères. Tu as failli mourir à cause d'une réaction indésirable, » dit Grace. « De quoi parles-tu ? Je n'ai pas pris de somnifères depuis des semaines. » Cette réponse sembla surprendre Grace. L'infirmière, qui était revenue avec Harry, sourit largement. « Je dois dire, monsieur Cranshaw, que vous semblez bien mieux qu'hier soir, » dit-elle. « Mais comment suis-je arrivé ici, bon sang ? D'après ce que nous avons déterminé, les médicaments ne vous convenaient pas et vous en avez pris une quantité excessive, » explique l'infirmière. « Je n'ai pris aucun médicament. J'ai bu d'un gin tonic et quelques bières hier soir. C'est tout, lui ai-je répondu. L'infirmière m'a lancé un regard étrange, en penchant légèrement la tête sur le côté. Qu'ont-ils trouvé dans mon organisme ? Quel médicament, ai-je demandé. Elle jette rapidement un coup d'œil à la fiche posée au pied du lit. Vous avez ingéré du salpêtre, selon ce rapport, m'a-t-elle répondu. En anglais, qu'est-ce que c'est ?
ai-je demandé. Des somnifères, a-t-elle répondu. Je n'ai pris aucun somnifère prescrit la nuit dernière. Je pense qu'il vaudrait mieux en parler avec quelqu'un d'autre, monsieur Crenshaw. Je ne suis pas en mesure de vous fournir plus d'informations, a-t-elle dit poliment. Je suis heureuse de constater que vous semblez aller mieux. Je vais en informer le médecin, m'a assuré l'infirmière, tandis qu'Harry partait avec elle. Grace est revenue à mon chevet. Comment êtes-vous tous arrivés ici, ai-je demandé. Harry est venu me chercher en rentrant chez lui, après que maman l'ait contacté, a expliqué Grace. Où est maman, d'ailleurs? Elle n'est pas censée être ici, ai-je demandé. Elle est en train de parler à la police au sujet de l'incendie, a répondu Grace. Quel incendie? Est-ce que j'étais inconscient lorsqu'il a eu lieu, ai-je demandé, déconcerté. Le garage a été entièrement détruit par le feu, mais la maison est intacte, m'a-t-elle rassuré. Y a-t-il eu des blessés, ai-je demandé. Seulement toi, a répondu Grace, la voix teintée d'inquiétude. Je me sentais perplexé, bien que je n'aimais pas l'admettre, assez confus. J'ai observé le couloir par la fenêtre de la chambre. Un grand homme en costume sombre discutait avec Harry et l'infirmière. Ils ne se disputaient pas, mais leurs gestes étaient nombreux. Voulez-vous de l'eau, m'a demandé Grace. Bien que je n'ai pas répondu immédiatement, je l'ai entendu. Tu veux de l'eau, papa, a-t-elle répété. Oui, bien sûr. Oui, merci. De l'eau, ce serait parfait, ai-je finalement répondu. L'eau était tiède lorsqu'elle glissait le long de la paille, mais elle était quand même rafraîchissante. J'avais un pansement autour du cou et je pensais qu'on m'avait inséré une voie respiratoire. Mon nez recevait de l'oxygène grâce à un petit tube en plastique et je me sentais relativement bien, malgré une certaine douleur dans la gorge. Ma main droite était reliée à une perfusion et me picotait légèrement, telle de la viande crue. Le médecin est arrivé au moment où le grand homme en costume quittait la pièce. Bien qu'il ait vérifié ma tension artérielle et mon rythme cardiaque, le docteur infâme semblait surtout préoccupé par ma respiration. Il m'a expliqué qu'une surdose d'ambien pourrait entraîner un important gonflement de la langue et de la gorge. Lorsque j'ai affirmé que je n'avais pris aucun somnifère, son inquiétude s'est accentuée. Avant de partir, le médecin m'a administré une injection pour m'aider à dormir, comme attendu. Après avoir promis de revenir le lendemain, Grace et Harry sont partis. Le matin suivant, ma gorge allait mieux. Tous les appareils de soutien avaient été éteints avant midi. Mon rétablissement semblait se dérouler sans encombre. Bonjour, monsieur Crenshaw. Je suis l'inspecteur Narana, a dit l'homme en costume sombre. Je n'étais pas encore tout à fait réveillé, ce qui faisait peut-être paraître mes yeux un peu humides. Je me suis levé du lit pour aller aux toilettes. Le bassin semblait intact. Peu importe que ma voix ressemble à un hennissement de cheval, au moins elle fonctionne. J'ai interprété la douleur dans ma gorge comme un signe d'amélioration. Alors, que puis-je faire pour vous, inspecteur Narana? Vous semblez vous sentir mieux. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé samedi soir dernier, s'il vous plaît? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes mardi aujourd'hui. Merde. Le temps file quand on s'amuse. Il a tenté de rire, mais n'y est pas parvenu. Le dernier souvenir que j'ai de la soirée du samedi reste le nettoyage après avoir bu avec ma femme et monsieur Gibson, je veux dire, inspecteur Narana. Nous étions assis dans des chaises longues sur la terrasse. Je ne sais pas où les secouristes ou ceux qui m'ont trouvé étaient passés. Vous avez été découvert par la police, monsieur Crenshaw. Ils vous ont retrouvé dans votre lit, inconscient, a-t-il précisé. Pardon, mais je ne me souviens même pas d'être allé au lit. Ça n'a pas été le cas. Selon votre femme, vous avez été porté jusqu'à la chambre par elle et monsieur Gibbs après être tombé sous l'effet d'une consommation excessive d'alcool. C'est ridicule. J'ai bu d'un gin tonic avant de me coucher et à peine 3 bières au cours de la soirée. On ne devient pas ivre mort après 3 verres en 5 heures. Vous n'étiez pas ivre, monsieur Crenshaw. Lorsque vous avez été admis, nous avons mesuré votre taux d'alcoolémie. Vous n'auriez même pas été inculpé pour conduite en état d'ébriété, car votre taux d'alcool était si faible. Si ce n'était pas vrai, pourquoi l'aurait-elle dit? Monsieur Crenshaw, c'est compliqué. Vous devez m'écouter pendant que j'essaie de vous expliquer. Je suis resté quelques minutes en silence avec l'inspecteur Naranja. J'étais terrifié à l'idée qu'il puisse avoir beaucoup de questions à me poser, mais j'avais aussi beaucoup de questions auxquelles j'étais impatient de connaître les réponses. Ma maison était-elle en feu cette nuit-là, inspecteur Naranja? Lorsqu'ils m'ont emmené,
Je crois me souvenir que des pompiers étaient présents. En effet. Les 3 voitures qui se trouvaient dans votre garage ont été détruites dans l'incendie. Vous n'étiez pas au courant. Il paraissait presque amusé en posant cette question, comme s'il se moquait de moi. Je savais, bien sûr, que c'était le cas, et je me suis efforcé de répondre de manière appropriée. Mon dernier souvenir est celui du plaisir que j'ai eu à me détendre dans la chaise longue après la fin de la célébration. Les enquêteurs chargés des incendies criminels vous verront plus tard, Monsieur Cranshaw, mais j'ai une question rapide concernant cet incendie. Aviez-vous quelque chose de hautement inflammable dans votre garage? En effet. C'est pour cette raison que j'ai fait construire le garage séparément de la maison principale. Je suppose que j'ai hérité de cette petite idiosyncrasie de mon père, qui était terrifié à l'idée d'un incendie de garage. La maison n'a-t-elle pas été endommagée? Non. Seul le garage a été victime de l'incendie. Savez-vous ce qui l'a déclenché? Oui, en effet. Sans aucun doute. C'est un incendie criminel. Quelqu'un a allumé le feu volontairement. À l'époque, je ne me souciais pas du fait que j'aurais dû être un peu plus perspicace quant à la situation. D'ailleurs, je ne pense pas que cela me préoccupe encore aujourd'hui. La fête a sans doute été désagréable pour quelqu'un. Ma plaisanterie censée ingénieuse a tout juste réussi à lui arracher un léger sourire, ce qui indiquait qu'il ne la trouvait pas aussi drôle que moi. Inspecteur Naranja, pourquoi êtes-vous ici s'il s'agit d'un problème des pompiers? Vous n'avez pas pris de somnifère le soir de la fête, n'est-ce pas, Monsieur Cranshaw? Non. Je n'en avais pas besoin, bien sûr. En raison de votre état lorsque vous avez été admis, l'hôpital a effectué un examen approfondi. Votre taux d'alcool était faible, pas assez pour poser problème. Toutefois, ils ont découvert que vous aviez ingéré une grande quantité de somnifères. Dans votre armoire à pharmacie, nous avons trouvé une ordonnance pour ce type de médicament. Cela fait des semaines que je n'en ai pas pris. Je ne les prends que lorsque j'ai des problèmes liés au travail. Que entendez-vous par grosse dose? Après le départ de tout le monde, Monsieur Cranshaw, notre équipe a inspecté la maison et découvert un verre qui semblait avoir été utilisé pour votre gin tonic. Le laboratoire a détecté de faibles traces de somnifères au fond du verre. Cette boisson m'a été préparée par ma femme. L'inspecteur Naranja est resté silencieux, immobile, comme s'il attendait ma réaction. Ai-je été drogué par ma femme? J'ai décidé de répondre directement à sa question directe. Il fit un signe de tête, mais resta silencieux. S'agit-il d'une hypothèse ou en êtes-vous certain? Votre femme a d'abord nié, mais après avoir entendu le témoignage de Monsieur Gibbs, elle a avoué. Vous insinuez que ma femme et Harrington Gibbs ont conspiré pour me droguer. Mais pourquoi? L'inspecteur Naranja s'est légèrement agité sur sa chaise à cette question. Il semblait réticent à me révéler que ma femme m'avait drogué pour avoir une relation avec un autre homme pendant qu'il menait une enquête professionnelle. J'ai décidé de lui accorder du crédit. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas. Je crois que je sais pourquoi cela s'est produit. C'est très regrettable, Monsieur Cranshaw. Faire ce genre d'information à un conjoint affecté n'est jamais facile. Une fois encore, nous sommes restés silencieux. Ce doit être la raison pour laquelle elle ne m'a pas rendu visite. Mais où est-elle, maintenant? Votre épouse est actuellement chez ses parents. Son père a obtenu sa libération sous caution. Y aura-t-il un procès? Non. Pour obtenir une peine allégée, Harrington Gibbs a accepté de coopérer entièrement. En fait, ses avocats ont presque réussi à faire annuler toutes les charges retenues contre lui. Il a jeté toute la responsabilité sur votre femme, tant pour la planification que pour l'exécution des événements. Il a affirmé qu'il ignorait complètement les agissements de votre femme jusqu'à ce que tout soit terminé. Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Non, mais ses avocats sont très compétents. Comment Gail va-t-elle s'en sortir? Pour éviter la publicité d'un procès, elle a tout avoué et accepté de laisser le tribunal décider de son sort. Quelles sont les charges retenues contre elle? Pour être honnête, je n'en suis pas sûr pour l'instant. Je pense, mais ce n'est pas certain, que les responsables changent souvent d'avis. Il est possible qu'ils souhaitent entendre votre avis là-dessus. J'ai trouvé intéressante la manière dont il a présenté la question. S'il accepte un divorce rapide et sans faute, je suis prêt à abandonner toutes les accusations, mais je pense vraiment qu'il faut que je lui en parle. Elle sera toujours inculpée sur le plan civil, mais cela pourrait aider. Elle doit affronter les conséquences de son acte, même si vous avez choisi de la laisser tranquille. Trouvez ce que vous pouvez faire pour l'aider.
d'accord? Je contacterai mon avocat dès que possible. Et l'incendie? Il haussa les épaules en se levant de sa chaise. Je suppose que je devrais attendre de parler aux pompiers. Harry Junior m'a raccompagné chez moi après m'avoir fait sortir de l'hôpital le jour même. Pour m'aider à m'installer, il a réussi à m'obtenir quelques jours de congé de l'école, mais finalement, je n'ai pas eu besoin d'aide. Je me suis débrouillé toute seule. Nous avons examiné les dégâts causés par l'incendie pendant quelques minutes sans en parler à Gail. Il se sentait mal à l'aise. Après l'arrivée de mon avocat préféré, Seymour Schland, nous avons rapidement et simplement négocié une convention de divorce en moins de 2 heures. Après avoir déduit le paiement anticipé des frais de scolarité, j'ai donné à Gail la moitié de notre argent, ainsi que la maison et les meubles. Il ne restait pas grand-chose après avoir payé les frais de scolarité. J'ai également demandé à Seymour de poursuivre Harrington pour détresse mentale pour un montant d'1 million de dollars avant son départ. Comme Seymour percevrait 22% de tout ce qu'il obtiendrait, il était tout à fait disposé à obtempérer. Au moment où un représentant de Papa John's me tendait le dîner, ma voiture de location arrivait. La fête avait laissé quelques bières. Avant que j'aie pu terminer mon repas, ma femme dévouée est apparue. Elle a sonné à la porte mais n'est pas entrée, ce qui a attiré mon attention. Pour que nous puissions parler, j'ai débarrassé la table de la cuisine. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, Harry, même si je me sens ridicule en le disant. J'ai fait quelque chose de stupide, et ce pour une raison tout aussi stupide. Je ne peux pas revenir en arrière. Pour quelle raison exacte es-tu désolé? D'avoir couché avec Harrington ou de m'avoir drogué? Bien qu'elle n'ait pas pleuré, des larmes coulaient dans ses yeux. Elle répondit vaguement. Les deux. On m'a servi une autre bière, tandis que Gail secouait la tête pour indiquer qu'elle n'en voulait pas. Pourquoi es-tu ici, Gail? Demandai-je, à la fois curieux et anxieux. Principalement pour clarifier les événements, mais aussi pour discuter du divorce, répondit-elle. Commençons par le divorce, suggérai-je. Que recherches-tu? Vous pouvez garder le reste de l'argent, et je n'ai pas besoin de la maison ni des affaires. Tu n'auras donc rien. Je ne veux pas m'inquiéter de devoir la vendre et je n'ai pas les moyens de payer l'hypothèque. Je ne pourrai pas y vivre de toute façon, car je serai probablement parti pendant quelques années. D'accord. Je demanderai à Seymour de modifier cela, concédai-je. Y a-t-il autre chose, demandai-je. Non. Il suffit de faire en sorte que ce soit aussi rapide et facile que possible. Tu es sûr que tu ne veux pas de bière, redemandai-je. Non. Je suis désolé pour Harrington, Harry. Il n'y a pas d'excuse pour ça, c'était mal. Mais y a-t-il une raison? J'en suis consciente, admit-elle. J'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis toujours bien entendu avec Harrington. Nous nous comprenions et étions amis. C'était toujours merveilleux de faire l'amour, pas seulement bon, mais fantastique. Et nous, insistai-je. Nous avons fait l'amour, Harry. Je ne l'ai pas fait avec J.B. Nous avons seulement eu une relation sexuelle. Cela peut sembler un cliché éculé, mais c'est vrai. Il y a eu des moments où je me suis surprise à crier son nom parce que c'était si agréable quand nous faisions l'amour. J'en étais consciente et je me sentais toujours mal à l'aise. C'était un réflexe incontrôlable. Veux-tu dire que Harrington était le meilleur partenaire sexuel, mais que j'étais le meilleur amant? Oui, mais quand tu le formules ainsi, cela semble tellement absurde. Avais-tu l'intention de partir avec lui, demandai-je, cherchant à clarifier la situation. Bien sûr que non. Je n'aurais jamais accepté de vivre avec lui, même s'il était fantastique au lit. Tu étais le pourvoyeur, le père et le mari idéal. Je n'y renoncerai jamais. Tu y as pourtant renoncé, notai-je. Elle pleurait maintenant, ses larmes étaient contrôlées mais indéniables. J.B. et moi sommes ensemble depuis 20 ans. Avant que nous n'atteignions l'âge d'or, je désirais revivre l'excitation d'un sexe sans entrave. Nous n'avions pas encore 30 ans. Mais de quoi parles-tu? J'avais des doutes à l'idée de le revoir. Tu délires complètement maintenant. Rien ne changera, même si tu répètes toutes les raisons ridicules qui t'ont poussé à le faire. Tu as été infidèle. C'est très clair. Je ne veux vraiment plus entendre ça. Tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Elle concéda. Je sais qui tu es, mais je ne t'embêterai plus. Que signifie cela, demandai-je, intrigué par ses paroles. Tu as mis le feu au garage. C'est toi qui as monté toute cette affaire.
Je ne peux pas te rendre responsable. Tu l'as vraiment fait, même si tout ce que tu as fait était parfaitement justifié. Tu n'as pas été uniquement une victime. Je te connais bien mieux que tu ne le crois, et nous sommes mariés depuis près de 25 ans. Tu veux dire que je t'ai piégé? En sommes-nous tous les deux conscients? Que leur as-tu dit à la police? Rien. Je veux dire, qui me ferait confiance? Tu étais si doué pour jouer la victime que j'avais aucune chance. Je lui souris en m'asseyant sur ma chaise après avoir fini ma bière. Je ne comptais pas avouer quoi que ce soit. Si tu étais inconscient dans la chambre, Harry, comment as-tu su que Harrington et moi faisions l'amour? Je restais là, un sourire béat aux lèvres. Vous portiez encore vos chaussures quand les ambulanciers t'ont sorti de la maison. J'ai enlevé tes chaussures quand Gibby et moi t'avons mis au lit. Harry, comment les as-tu remises? Je souris et haussai les épaules en réponse à cette observation astucieuse. Je t'ai offert un gin tonic, mais tu ne l'as pas bu. Tu savais qu'il y avait quelque chose dedans. Nous pensions que tu l'avais entièrement consommé, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, la voix teintée de suspicion. Je me levai et jetai la bouteille vide dans la poubelle. Vous ne m'avez rien fait pour m'empêcher de coucher avec Harrington alors que vous saviez que je le ferais. S'il peut empêcher sa femme de coucher avec un autre homme, quel genre de mari le permettrait? Son expression triste se transforma en une expression hautaine, qui n'avait rien d'attirant. D'accord, je comprends maintenant. Je ne t'ai pas empêché, alors tout est de ma faute. Parce que je ne t'ai pas arrêté, tu me reproches toute l'orgie que tu as organisée avec ton ex-petite amie. L'arrogance a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Oh mon Dieu, c'est vraiment ce que j'ai dit? Ce n'était pas mon intention, n'est-ce pas? Harry, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas réfléchi en le disant. Honnêtement, je n'en avais pas l'intention. Je me levai de table et me dirigeai vers la sortie de la pièce. Je jetai un coup d'œil dans sa direction. Tu ferais mieux de partir d'ici. Pour l'instant, je trouvais un certain réconfort. J'entendis ses sanglots en entrant dans la chambre. Peu après, la porte d'entrée se fermait. 3 mois plus tard, j'étais seul. Je n'ai tiré aucun profit de la vente de la maison. Sur ma suggestion, la peine de 3 ans de prison de Gail pour association de malfaiteurs a été suspendue. Elle travaille actuellement dans une banque locale et vit chez ses parents. Harrington a accepté un règlement de $500 000 avec enthousiasme. Je me suis retrouvé avec moins de $400 000, d'une manière ou d'une autre. Je comprends maintenant pourquoi Seymour souriait. Harrington a disparu dans son domaine d'élevage de poneys de polo en Cornouailles. Je ne pense pas qu'il ait repris contact avec Gail. J'ai réussi à obtenir un transfert à Dallas une fois que tout a été résolu. Je n'ai plus parlé à leur mère depuis le procès, mais Grace et Harry Jr. sont restés proches d'elle.